Vous avez déjà vu ça? Quelqu'un qui fume sa cigarette juste là, devant l'hôpital. Et juste à côté, l'affiche «Fumer tue». C'est quand même frappant comme décalage. Ah oui, c'est une image forte. On sait que c'est dangereux Et pourtant, on le fait. C'est vraiment ça la question aujourd'hui. Pourquoi on flirte comme ça avec le risque? Que ce soit au volant, en ignorant des règles de sécu ou avec une addiction. Qu'est-ce qui nous pousse, au fond, à défier un danger qu'on connaît? c'est une question passionnante et la réponse est loin d'être simple. C'est pas juste une erreur de jugement ou de l'irrationalité pure. On va explorer un peu ensemble ce qui se passe dans nos têtes, avec nos biais cognitifs, la chimie du cerveau, mais aussi l'influence des autres, la pression sociale et peut-être même, parfois, une quête de sens ou de liberté. C'est un mélange complexe. D'accord. Alors, commençons peut-être par l'interne, notre psychologie. On entend souvent parler de ces biais cognitifs, ces raccourcis que prend notre cerveau. Oui, tout à fait. Par exemple, le fameux « ça n'arrive qu'aux autres » ou cette tendance à préférer le petit plaisir tout de suite, la cigarette, l'accélération, plutôt que la santé à long terme. C'est exactement ça. Le biais d'optimisme est ce qu'on appelle l'escompte hyperbolique ou le biais du présent. Et un élément clé là-dedans, c'est notre fameux circuit de la récompense. Ah, la dopamine, Voilà. Notre cerveau est, un peu programmé pour chercher la gratification immédiate. La vitesse, le sucre, la nicotine, ça active ce circuit et ça peut rendre le risque super attractif en fait. D'accord. Et puis il y a autre chose, c'est la dissonance cognitive, un concept de Léon Festinger. C'est cet inconfort mental qu'on ressent quand nos actions, elles contredisent ce qu'on pense être bien. Et donc pour réduire cet inconfort, On rationalise, on se trouve des excuses. Oh, je gère, juste une fois, c'est pas grave, je peux arrêter quand je veux, faut bien profiter un peu. C'est une manière de protéger notre image de nous-mêmes, pour rester cohérent, même si on ne l'est pas vraiment. on se raconte des histoires en quelque sorte pour être en paix avec soi-même. C'est fascinant. Mais est-ce que tout est juste une affaire de mécanique cérébrale individuelle? J'imagine que le regard des autres, le groupe, ça doit peser lourd aussi. Ah oui, c'est crucial. Le risque, c'est aussi un langage social très puissant. Prenez un ado, Léo par exemple, qui tire sa première taffe pour... Pour faire comme les copains, pour être accepté. Exactement, pour intégrer le groupe. Ou pensez aux défis un peu idiots, voire dangereux qui circulent sur les réseaux sociaux. Dans ces cas-là, la peur d'être mis à l'écart, le risque social, peut sembler beaucoup plus grand, plus immédiat que le risque physique lointain. C'est vrai. On prend un risque physique pour éviter un risque social, pour pas perdre la face. C'est ça. Sauver la face, comme disait Goffman. Le besoin d'appartenance est fondamental. Et est-ce que notre milieu, notre culture, ça joue aussi? J'imagine qu'un cadre sup et un ouvrier n'ont pas forcément le même rapport au risque. Tout à fait. C'est ce que Bourdieu appelait l'habitus. Notre rapport au risque, ce qu'on juge acceptable ou fou, c'est très lié à notre environnement social, à notre éducation. Pour certains, le risque est calculé, maîtrisé, en finance, en sport extrême peut-être. Pour d'autres, il fait partie du quotidien, il est plus subi ou alors défié différemment. Et certains chercheurs, comme David Le Breton, suggèrent même que dans nos sociétés, où les rites de passage traditionnels disparaissent un peu, prendre des risques devient une façon moderne de se prouver quelque chose, de se tester, de marquer une étape. C'est intéressant ça, se prouver qu'on existe, qu'on est capable. Et il y a aussi parfois une dimension un peu plus philosophique, non? L'idée que prendre un risque, c'est une forme d'affirmation de soi. Oui, une affirmation de liberté face aux normes, qu'elles soient sanitaires ou sociales. Une façon de dire « stop, c'est moi qui décide pour mon corps, pour ma vie ». Un peu comme un acte de résistance. Ça peut être vécu comme ça. Mais il faut nuancer. Cette liberté affichée, est-ce qu'elle est toujours réelle? Ou est-ce parfois une illusion? Peut-être une fuite en avant face à une angoisse plus profonde, ou une réaction à une pression sociale qu'on ne voit même pas. D'accord. Dans un monde qu'on perçoit parfois comme trop contrôlé, trop lisse, trop sécurisé, le risque peut aussi être une quête d'intensité, une façon de se sentir exister plus fort, de toucher les limites, de vibrer un peu. Donc si on essaie de rassembler tout ça, prendre des risques en connaissance de cause, ce n'est pas juste de l'ignorance ou de la folie passagère. Non, loin de là. C'est plutôt un cocktail complexe. Il y a notre cerveau et ses raccourcis, sa recherche de plaisir immédiat, nos astuces mentales pour gérer les contradictions. Oui. Il y a le poids énorme du groupe, de notre place dans la société, de notre culture. Et parfois, cette recherche un peu diffuse de liberté, d'intensité, de sens. C'est une bonne synthèse, je crois. Il n'y a jamais une seule clé, mais plutôt une combinaison de facteurs qui varient pour chacun et selon les situations.
Et ça nous laisse avec une question finalement. Quelle? Est-ce qu'une vie entièrement sécurisée, sans aucune aspérité, sans la moindre prise de risque, est-ce que ce serait vraiment souhaitable? Quelle place on laisse à l'intensité, à l'expérience des limites, à l'exploration, dans nos sociétés qui mettent tant l'accent sur la précaution? C'est une excellente question pour terminer. Ça donne à réfléchir sur notre propre rapport au risque et à la sécurité.